les expériences qu'on a fait ici à cette conférence étaient tellement enrichissantes qu'on va le transférer dans nos circuits en Allemagne pour dire un peu de ce qui se passe ici et que la résistance est là au Mali et les autres pays africains. Merci. Je vais répondre au jeune frère ou mon neveu du médiateur, du bureau du médiateur. Vous avez parfaitement raison. Moi, je crois qu'il faut marcher sur ces deux jambes. Et quand vous dites qu'on accorde beaucoup d'importance à la dimension internationale, l'historique et cette situation de déliquescence de nos pays a une histoire. Rapidement, vous savez que ce qu'on appelle le consensus de Washington, c'est-à-dire que si vous ne posez pas la nature de l'État, tous ces États sont devenus parfois leur corps défendant des États libéraux, n'est-ce pas? Donc, on avait nos dirigeants, en tout cas, les gens ont fait l'effort dans les années 80 de proposer quelque chose qu'on a appelé le plan d'action de Lagos, qui devait justement centrer le développement sur les Africains, les humains, c'est-à-dire l'intégration. Il y a un certain Elliott Berg, la Banque mondiale a envoyé un certain Elliott Berg, qui du revers de la main a balayé tout ça et ils ont imposé les politiques d'ajustement structurel. Allez sur Internet, vous tapez sur le consensus de Washington. Il y a tous les experts, des tas de gens qui ont travaillé à la banque et au FMI reconnaissent qu'ils ont qu'ils ont porté de graves préjudices à nos pays. Et maintenant, ils parlent de consensus post-Washington. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où ils en viennent avec les questions de développement humain inclusif et tout le reste. Moi, ce que je veux comprendre, si vous situez Tessalit, Kidal et toutes les régions dans ce schéma, vous vous rendez compte qu'en réalité, il n'y a plus d'État depuis longtemps. Ils ont vidé l'État de son contenu. Les salaires de misère. Le salaire d'un fonctionnaire malien ne suffit même pas de le nourrir personnellement, à plus forte raison sa famille. S'il en est ainsi à Bamako, à Sigasso, à Kaï, alors imaginez les localités les plus lointaines. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait ce type de schéma pour qu'on touche du doigt les causes structurelles et historiques de cette pauvreté qui ne cesse d'augmenter. Donc dans ces états où vous n'avez rien, c'est-à-dire nous, qu'est-ce qu'on exporte? Qu'est-ce qu'on produit? Rien. L'or et le coton. Donc on continue d'acheter, en tout cas de prendre ce qu'on peut prendre. Et ceux qui sont en position de le faire dans les institutions, quelles que soient les institutions, les gens entrent d'abord pour avoir des parts de marché. Vous le savez autant que moi. Et ces marchés, c'est des marchés d'État. Donc nous nous endettons. Alors dans les infrastructures, quand Amati parlait d'infrastructures, quand les gens parlent, il faut que ce soit des infrastructures véritablement structurantes. Si c'est pour drainer les richesses de l'Afrique vers les zones portuaires, mais nous nous endettons, la téléphonie, les routes, les ponts, tout ce que nous faisons contribue à drainer les richesses vers l'extérieur. Donc la corruption fait partie de leur système. Les multinationales mettent de l'argent de côté pour corrompre. Si vous n'êtes pas corrompu, vous n'avez pas votre place dans le système. Donc c'est pour ça que c'est ça aussi qu'il faut l'intégrer. Donc cette histoire de consensus de Washington, qu'est-ce que ça devient et quelle peut être notre contribution? Assez rapidement, aussi Africom, on a beaucoup parlé de... Il y a un Sénégalais, on a vu ça à Dakar, qui a fait un excellent film sur Africom, basé encore en Allemagne. Africom, c'est un énorme problème. Ils n'ont pas trouvé de Stuttgart, ils n'ont pas trouvé de point de chute. Ils vont profiter de Ebola pour installer 4000 personnes d'un trait. Là où les Cubains ont aligné des centaines de personnels, les États-Unis ont trouvé le moyen d'amener Africom. Donc moi, ce qui me fait peur dans tout ça, contre qui on se bat ici, si la militarisation est devenue la règle du jeu. Et là, il a dit, le complexe militaro-industriel français, c'est 160 000 emplois. S'ils ne vendent pas de frégates, de je ne sais pas quoi, de drones, il faut aujourd'hui, la seule branche, l'une des rares branches de l'industrie qui marche, c'est l'industrie de la guerre. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Alors donc, ils nous obligent aujourd'hui à équiper nos armées pour faire leur guerre et ensuite ils vont nous parler de paix. Donc la question de la libéralisation, et j'enchaîne avec la question des gauches, mais quelle gauche? Quelle gauche? Parce que quand on voit que Sarko et Hollande c'est blanc, bonnet blanc, et que nous, quand on a commencé ce combat ici, parfois la gauche elle-même a ses préjugés sur l'Afrique. Et il y a une partie de l'opinion qui pense qu'à partir du moment où l'expansion du capital peut être une solution au chômage là-bas, pourquoi pas? Moi j'entends des gens dire, oui, tout le monde va en Afrique, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc les gens ont beau avoir des sentiments, vouloir coopérer avec nous, mais quand ils se rendent compte que dans le cadre de cette compétition, la ruée vers les richesses du continent, personne ne veut perdre pied. Donc il faut se positionner. Si la France vous dit de venir, il a dit, si vous ne venez pas, vous perdez quelque chose quelque part. Mais cela suppose qu'à notre propre niveau, on fait notre travail de formation civique des citoyens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut sauver? Le peu qu'on peut sauver, qu'on sauve ce peu-là. Et l'une des réponses en termes d'alternatives, moi je pense qu'il faut attirer l'attention de vos opinions sur l'effet boomerang de toutes leurs politiques étrangères. L'effet boomerang, c'est l'immigration. Vous ne voulez pas de flux migratoires, collez la paix aux gens. Vous ne voulez pas de narcotrafic, vous ne voulez pas de djihad. Alors les parlements européens doivent prendre conscience de l'effet boomerang de 50 années de politique de pillage du continent. Alors si on met l'accent sur ça, sur les réseaux, dans les médias, en disant que c'est possible de nous en sortir, mais à condition qu'on sache que ce qu'on fait là-bas au Mali, c'est pas sans conséquence. Parce que les nouvelles générations ne se laisseront pas faire. Moi je dis que c'est trop facile de criminaliser tous les djihadistes. Il y a des criminels. Mais tous ne sont pas des criminels, c'est des révoltés qui n'ont pas trouvé de lieu d'expression de leur colère. Les cris de détresse, les cris de colère de ces gens-là, c'est des cris de détresse. Ils sont quelque part très politisés. Mais seulement s'il n'y a pas d'espace pour exprimer ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc il faut changer notre conception de la démocratie. Que ce ne soit pas seulement des démocraties de distribution de t-shirts, de sacs de riz, de sel, et qu'il y ait les vrais débats. Et nous avons ce devoir aujourd'hui, en tant qu'aînés, de donner la chance aux jeunes de comprendre et d'exiger des changements qui vont dans le sens de l'intérêt commun. Donc nous sommes tout oui pour recevoir les observations afin d'améliorer la qualité du rapport. On est là pour ça. Donc, Dissa Souiba Traoré, le docteur Dissa va présenter le projet de synthèse. Je vous remercie. Bien, merci madame et voilà, merci à tous. Rapport de synthèse du colloque international Regard africain alternatif sur les questions de sécurité au Sahel, les conflits et leur gestion en Afrique, le cas du Mali. Du 17 au 19 novembre 2014 s'est tenu à l'hôtel Les Colibris de Bamako le colloque international du Forum civique Regard africain alternatif sur les questions de sécurité au Sahel, les conflits et leur gestion en Afrique, le cas du Mali. Organisé par l'appui des fondations Rosa Luxembourg et Gabriel Péry, ce colloque réunit d'éminents professeurs, chercheurs spécialistes de la question, des acteurs de la vie socio-politique du Mali. Une centaine de personnes participèrent aux travaux. Différents temps forts ont caractérisé cette rencontre. 1. La cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture fut présidée par le directeur de cabinet du Premier ministre, M. Abraham Bengali. Elle a été marquée par 4 interventions. La première fut celle du professeur Issa Ndiaye, président du Forum civique. Il souhaita la bienvenue à tous et adressa ses remerciements aux autorités présentes, à la primature pour l'attention particulière accordée à ce colloque en termes d'accueil,
de mise en disposition de moyens de déplacement et de la presse étatique, de prise en charge de la sécurité. Les remerciements ont été adressés à la Fondation Rosa Luxembourg et à la Fondation Gabriel Péri pour leur accompagnement financier. Africable Télévision pour la couverture médiatique. Le professeur Issa Ndiaye présenta ensuite les différentes délégations allemandes, françaises, canadiennes, africaines, à savoir ivoiriennes, sénégalaises, burkinabé, tchadiennes, mauritaniennes, algériennes, maliennes. Pour le président du Forum civique, l'Afrique est malade des interventions extérieures qui engagent notre responsabilité, car nous sommes complices de ces interventions. Il est impératif aujourd'hui de s'interroger sur cette responsabilité et les autres problèmes de notre continent. Nous copions tout, constitution, modèle économique, valeurs de civilisation, discours, langue. Nous avons passé notre temps à copier, à imiter. Les taux de croissance en Afrique n'ont conduit à rien. Les institutions et modèles de gouvernance ne riment à rien. Cependant, il est fort évident que le Forum n'a pas pour but de faire un procès, mais de mener des réflexions qui pourraient aboutir à la construction d'analyses alternatives, dénuées des solutions clés à main. Pour y arriver, il faut placer au cœur des réflexions politiques les préoccupations du peuple. Pour le professeur Ndiaye, si nous voulons assumer notre souveraineté, notre sécurité ne peut être confiée aux puissances étrangères. Nous devons au contraire assumer notre indépendance théorique, dessiner des alternatives nouvelles dans une humanité en crise, construire des dynamiques, des regards croisés pour inventer l'avenir. Il finira par une contribution de Abul Dambélé axée sur le risque d'organisation de rencontres en Afrique fondées sur l'indifférence des peuples, leur pacifisme. La vraie liberté, dit Dambélé, cité par Ndiaye, commence par la lutte contre les Africains qui cherchent à nous maintenir dans l'impasse, la stagnation. Tant que nous voulons ressembler à l'autre, limiter, nous resterons esclaves. La deuxième intervention fut celle de Lila Jouli, de la Fondation Gabriel Péri. Elle remercia le Forum civique pour cette initiative. Ce colloque, selon elle, pose les enjeux de la diplomatie française. Les populations en France ne sont pas forcément derrière ces interventions. Cette initiative est donc primordiale pour entendre des voix alternatives sur ce qui se passe. Le directeur Afrique de la Fondation Rosa Luxembourg, Klaus-Dieter Koenig, fut le troisième intervenant. Il procéda à une brève présentation de la Fondation. C'est une organisation politique, une organisation de gauche engagée, car elle soutient un parti de gauche, un parti d'opposition. Notre présence ici, dira-t-il, se justifie par la recherche d'alternatives. Il ne s'agit pas d'accuser, mais de proposer des solutions pour prévenir les crises qui font couler des larmes. Il s'agit aussi de voir les intérêts du Mali et de faire des suggestions pour le Mali. Christina Burschloss, députée, je ne sais pas si je prononce bien le mot, députée allemand, chargée des questions de paix dans son parti, prit la parole en troisième position. Elle adressa ses remerciements au Forum civique pour l'initiative du colloque et soutient que son parti est engagé pour la paix, la justice sociale, la démocratie. Celles-ci doivent être enracinées au cœur des sociétés. Elle condamne les interventions militaires au Mali. Pour elle, la liberté est toujours une façon de procéder autrement. À partir de cette idée fondamentale, elle estima qu'une intervention française n'endiguera pas les problèmes d'insécurité à cause du fait qu'elle n'est pas désintéressée. Il est inacceptable, selon Scholz, que les sociétés internationales viennent occuper les terres africaines. Il y a une logique de marché qui ne profite qu'à une petite minorité. Elle termina son discours par un appel à un monde sans guerre, sans pauvreté. L'insigne honneur de l'ouverture de cette session revenait à Baram Bengali, directeur du cabinet du Premier ministre. Après avoir souhaité la cordiale bienvenue à tous, il renda un vibrant hommage aux initiatives qui contribuent à l'éveil des consciences, au sursaut patriotique. Pour lui, la question de la sécurité,
les conflits interpellent tous et demandent des solutions appropriées. Le thème du colloque trouve toute sa pertinence au Mali qui cherche à résoudre la crise au nord. La menace sécuritaire s'est accrue aujourd'hui dans la bande sahélienne en raison des facteurs suivants: pauvreté, mauvaise gouvernance. Des mécanismes ont été mis en place pour renforcer cette sécurité. Ces mécanismes doivent être renforcés, nourris par des réflexions de ce genre, et le gouvernement encourage les initiatives allant dans ce sens. Soutiendra-t-il avant de déclarer ouverts les travaux du colloque? 2. Des communications. Différentes communications furent présentées. Bon, là, je ne vais pas lire les thèmes, je vais donner simplement le nom de ceux qui ont fait des communications pour qu'au finish, s'il y a un oubli, voilà, qu'on corrige ensemble. Ladji Traoré, Sen Ibrahima, André Bourgeot, Isiaka Soare, Alain Deno, Janice Thomas, Ibn Oumar Mahamad Saleh Brahim. Présentation l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, Jean-Paul Lecoq, Abdoulaye Niang, professeur Mamadou Koulibaly, Ali Sanou, Jean-Hervé Jézéchiel, Nicolas Rochest, Christina Bouchos et Franck Renken, Aminata Draman Traoré. Donc nous avons mis les types de communication devant les noms. Grand tour des débats. Les réflexions ont abouti à des analyses pertinentes, avec des approches quelquefois divergentes, mais un seul esprit se dégage du colloque. C'est celui d'un engagement sans faille pour changer la donne, pour trouver d'autres paradigmes pour les alternatives de sécurité en Afrique. Les constats et suggestions suivants, conditions impérieuses pour relever les défis, ressortent des débats. 3.1. Des constats. Il se situe sur 4 versants essentiels. Sur le plan politique, la finalisation est source de problèmes, la financiarisation est source de problèmes. Il y a une dimension économique fondée sur la conquête de nouveaux marchés. Si les ressources étaient propriété des peuples, il n'y allait pas y avoir de guerre. Il y a une crise du capitalisme financiarisé dans laquelle chaque puissance veut garder le leadership. Des contradictions fortes s'imposent dans cette perspective. La libéralisation est un outil suprême de domination, car elle organise des échanges déséquilibrés où la loi du plus fort l'emporte. Il y a une manipulation des violences, une marchandisation des violences. C'est une dimension juridique qui occulte les causes macroéconomiques, géopolitiques. Sur le plan militaire, les bases militaires ont été créées pour défendre les intérêts géostratégiques des puissances étrangères. L'intervention militaire n'est pas humanitaire. Elle est faite pour préserver les intérêts de la France. Le Sahel est une zone que la France a toujours convoitée. Barkhane est né avec le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad. C'est une sorte d'écran militaire qui participe. La lutte contre le terrorisme, la formation des militaires et vise par-delà à protéger les intérêts français. Des hommes en uniforme sans moyens ne peuvent pas faire face au terrorisme. Tant que le capital financier existe, il y aura toujours des interventions. Il faut avoir une approche historique des armées en Afrique. Les coups d'État ont contribué à fragiliser l'armée. Il y a eu des fissures d'une manière sensible. Beaucoup d'officiers avec armes et bagages ont rejoint les rangs du MNLA. Serval est une guerre de conquête. L'armée n'a pas de compte à rendre qu'à Paris. La souveraineté du Mali est confisquée. L'armée se renforce en Afrique dans une tentative de mise en œuvre de la domination française. Souveraineté, accaparement des souverainetés, création des crises sont les missions patentes de l'armée française en Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'armée pléthorique, bureaucratique, de justiciers ethniques.
Il y a des constats d'accroissement de notre dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, des stratégies de prédation des États, crises structurelles qui annihilent notre capacité à concevoir des politiques autonomes, à nous maintenir dans le sous-développement. L'institution militaire est en faillite à cause de sa capacité d'organisation limitée, un personnel mal formé. Seuls les États qui sont capables de s'imposer militairement profitent des crises. La militarisation est devenue la règle de jeu. L'expansion du capital en Afrique entraîne une conquête. Sur le plan politique, les populations ne profitent jamais des richesses de leur pays. Il y a une manipulation de certaines tribus contre l'État malien en complicité avec la France. Ce qui manque dans nos États, c'est la formation idéologique. Nos partis politiques sont devenus des GIE. Ils ne font pas face à cette exigence. L'insécurité humanitaire et sociale est une menace contre la stabilité des institutions de la République. Nos nations risquent de disparaître avec l'islamisme, les groupes de violence. Aucun pays de la CEDEAO n'a levé le doigt pour demander à la France de quitter après la libération du Mali. Entre griffes, il n'y a pas que la France qui intervient, c'est un maillage serré. Il y a des législations de complaisance qui consistent à donner des coups de franche à des entreprises qui interviennent. Du laisser-faire. Le Tchad souffre de sa pauvreté, de l'influence de la France. Les forces tchadiennes appuient la France. Cette alliance permet de contenir les rebelles. Les troupes perdent le plus lourd tribut. L'intervention de la France a subi des mutations. Les États africains ont tendance à accepter la domination. La dignité du Tchad partira de l'émancipation du joug français. Le concept France-Afrique existe. Les accords sont cachés. Le dernier accord signé avec la France est un pacte colonial, car la France peut intervenir sans se référer à l'État malien. Elle surveille ce que fait notre armée. Il y a une immunité assurée sur les interventions. Le monde a changé et la France est une figure de proue qui intervient au service des transnationales. La France est un État impérialiste qui impose langue, culture, produits manufacturés. L'Empire français demeure. La décolonisation a été une tromperie, la souveraineté une supercherie. Le concept France-Afrique a une validité opératoire pour rendre compte de la présence de la France. À quelle des indépendances véritables et l'affranchissement du joug des puissances françaises. Il n'y a pas un dialogue entre les Maliens. Notre sort est lié à la communauté internationale. Il y a assez de controverses et le conflit est loin d'être terminé. On est en train de privatiser la sécurité. C'est une démission de l'État. S'il n'y a pas d'État de droit, il y aura une guerre de tous contre tous. Il y a une faillite de la pensée critique à cause du capital. Les femmes doivent se battre. Il faut changer de paradigme. Les interventions étrangères ont fait que les filles et les femmes ont été maltraitées. La MINUSMA crée des problèmes. On combat les symptômes, mais pas les racines. Nous sommes en train de gérer l'ensauvagement du monde. Les parlements européens doivent prendre conscience de l'effet boomerang de 50 ans de politique de colonisation. La signature des accords ne donne pas forcément trop d'optimisme. On ne doit pas acheter la paix. Sur le plan territorial, tous les crimes et formes d'exploitation aérienne sont faites avec la complicité de nos gouvernements en place. Le Mali a été victime des luttes de la France pour sauvegarder l'uranium du Niger. La France n'a pas besoin du Nord stabilisé. Elle a besoin des zones de turbulence qui justifient sa présence. Les États du Sahel ne peuvent pas faire seuls face aux menaces qui sont multidimensionnelles. Il y a des postulats idéologiques pour mener les campagnes terroristes. Al-Qaïda instrumentalise la religion musulmane. Azawad n'a jamais été
un territoire, contrairement aux idées du MNLA. Avec la libération, le MNLA revient en force en occupant des zones, en contrôlant la fraude au niveau des frontières algériennes. Des forces ayant échappé à la mort sont revenues encore avec des méthodes d'intégration dans les populations locales. Si les pays limitrophes ne jouent pas franc jeu, il n'y aura pas de paix au Mali. L'Algérie a une responsabilité qu'on doit relativiser. Il n'y a pas une volonté politique à tisser pour soutenir les rebelles. L'Algérie est problème et solution. Le compromis franco-algérien ne marchera pas au Mali. L'Algérie et la Mauritanie sont parties prenantes de la crise au Mali. En bref, la guerre n'est jamais une solution. Le constat de la faillite de l'armée n'est que la faillite du pays, l'émergence d'une crise multidimensionnelle. 3.2. Des défis. Sur le plan économique, la meilleure promesse contre le djihadisme est la meilleure répartition des richesses. On parle du droit des populations. Toutes les richesses sont concentrées entre les mains de l'État. Si une compagnie privée était l'interlocutrice des puissances étrangères, la situation peut être changée. Nos États n'allaient pas être objets de convoitise. Pour la question des richesses, il faut un élan populaire pour une réappropriation des richesses du sous-sol, pour qu'elles profitent au développement du pays. Impulser l'économie solidaire et promouvoir des comportements économiques favorables à l'emploi et à l'auto-emploi. Si on arrive à agir sur la politique commerciale, il peut y avoir un début de solution. Sur le plan territorial, avec une mise en commun des frontières, si l'objectif est de parer à l'éventualité de la protection des frontières, le Mali, par exemple, pourrait protéger moins ses frontières. Il y aura des gains en termes budgétaires et en termes de sécurité. Il faut mettre fin à l'instrumentalisation de l'armée. Il est aussi impératif de s'opposer au plan d'invasion insidieuse des puissances coloniales, condamner les velléités séparatrices du nord du Mali par le MNLA comme la manifestation d'un complot ourdi par l'impérialisme. Pour sortir de cette crise, il faut faire face à la France. C'est l'Union africaine qui doit assurer la sécurité des pays africains. La CEDEAO est disqualifiée. Il faut une coalition des forces pour libérer le nord du Mali. Il faut des États africains souverains, respectueux des intérêts des populations. Sur le plan politique, la condamnation des expressions est essentielle pour éviter les stigmatisations. La crise malienne doit permettre d'aller vers la demande du citoyen, dignité renouvelée, émancipation du joug des puissances étrangères. Reprendre un vaste travail pour développer les échanges politiques au sens large du terme, c'est-à-dire le travail des idées entre les forces progressistes, politiques, syndicales. Il faut développer le nationalisme des ressources, réclamer le droit de surface entière. Les communautés vont définir les règles de coopération. Il y a un défi majeur à relever qui est de créer la citoyenneté mondiale, mutualiser nos efforts dans la droiture, la franchise, l'intégrité, la persévérance. Ce n'est pas l'or, le diamant, le coton, c'est le capital intangible qui va construire l'Afrique à travers l'école, la formation. Il faut avoir un rôle du sens de la politique. Il faut une organisation mondiale pour contrer cette marche mondiale pour ne pas être mangé. Lutter contre le chauvinisme, l'ethnicisme, le régionalisme. L'organisation et la solidarité pour contribuer à la naissance d'un vaste mouvement contre les interventions étrangères. Soutenir les exigences des forces patriotiques et démocratiques de la sous-région qui s'opposent à toute intervention étrangère. Rendre plus transparent l'aide publique au développement,
développer des échanges politiques avec les forces progressistes, les syndicats. Il faut construire des alternatives civiques pour faire face à ces responsabilités. Répondre à des exigences humanitaires sans faire recours aux militaires. Créer un corps civil qui pourrait intervenir dans l'appui au processus de paix adapté au milieu. Cette institution aura pour but de mettre en œuvre tous les savoirs inclusifs dans les pays démocratiques en voie de développement. Conférer un ancrage culturel et social plus fort au processus de démocratisation. Cultiver le souci de l'environnement et participer à sa préservation pour les générations futures. Nous avons la responsabilité morale et politique d'informer les femmes sur leur situation. En somme, il s'agit de placer l'humain au cœur du développement alternatif, donc de sauver notre dignité, notre humanité. Sur le plan militaire, enfin, pour éviter les interventions étrangères, il faut une armée nationale éduquée, indépendante, non ethnicisée. Il faut revoir la conception de l'armée républicaine composée d'hommes intègres. Il faut la solidarité entre les pays. Créer un haut conseil de défense érigé en institution. Exiger la mise à plat des traités internationaux militaires. Il faut mettre fin à Barkhane pour la remplacer par une force de l'Union africaine. Il faut avoir une doctrine de défense et de la sécurité en la matière. Les institutions de la République doivent cesser d'être des jouets aux mains des partis politiques et leurs leaders. L'armée doit former ceux qui y sont et arrêter tout nouveau recrutement militaire et paramilitaire. En bref, l'analyse de la crise doit contribuer à transformer la situation sécuritaire en opportunité. L'Afrique a tous les atouts pour s'en sortir. Ramener la paix n'est pas racheter la paix, distribuer des prébendes. La mutualisation des forces diminue nos faiblesses. La question de la sécurité ne se négocie pas, elle se défend. Bon, j'ai mis un point 4 de la cérémonie de clôture. Et je vous remercie. De synthèse, travail compliqué, mais clairement, vous avez clairement identifié ce qui a été débattu. Il y a deux points sur lesquels je voudrais intervenir. C'est la dimension éducative, qui me paraît très importante, l'éducation à la citoyenneté, pour répondre justement aux enjeux de développement, pour répondre aux questions de sécurité qui ont été posées. L'éducation à la citoyenneté par la participation, par la création d'outils aussi de libération de la parole, ça me semble important. Des outils peut-être législatifs, et qui dit outils législatifs, dit aussi peut-être développer des formations, construire des formations pour que les gens puissent vraiment s'emparer donc de cette citoyenneté sur le terrain. Le deuxième élément, toujours dans cette éducation, c'est l'éducation à la paix, l'éducation au vivre ensemble, l'éducation au vivre ensemble au quotidien. Et ça me semble essentiel, l'éducation à la non-violence, etc. Je ne vais pas trop développer. L'autre élément, c'est la question du développement, et pour aller dans le sens de ce qui a été exposé par nos amis allemands, cette question du développement, elle semble importante. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas trop de projets de développement qui ne sont pas décidés par les populations et donc des projets qui ne répondent pas aux besoins des populations? Il me semblerait intéressant de réfléchir aussi à un outil décisionnel de ces projets de développement en cherchant à associer les responsables politiques, que sont les élus locaux, mais aussi la population, par les jeunes, par les femmes, etc. Et je crois qu'il y a un outil qui devrait être réfléchi sur cette question-là. Après, il y a la question de l'utilisation des fonds qui me paraît important. Est-ce qu'aujourd'hui, les fonds qui sont affectés par les bailleurs, avec des critères très complexes parfois, vont réellement là où ils doivent aller? Donc ça pose la question du contrôle et de l'utilisation des fonds. Ça pose la question de l'interpellation citoyenne. Et peut-être, bon, je l'évoquais avec quelques personnes, mais il faut vraiment réfléchir compte tenu des diverses cultures, c'est la possibilité d'ester en justice si les éléments demandés ne sont pas obtenus.
toujours dans le domaine du développement, on a beaucoup de projets humanitaires, etc., mais qui me paraissent vidés de sens et de contenu politique. Est-ce que dans les projets de développement, on ne peut pas avoir un contenu politique et éducatif? Est-ce que ces projets de développement ne peuvent pas comprendre aussi l'éducation à la paix, comme je l'ai entendu, ça a été dit par Aminata ce matin, en direction des femmes, en direction des jeunes, donc des populations plus vulnérables. Donc je pense que ces deux éléments de l'éducation et du développement devraient peut-être paraître un petit peu plus dans le rapport qui a été exposé tout à l'heure. Voilà, merci. Merci. Je voudrais féliciter nos deux amis qui ont fait une restitution fidèle de ce qui a été dit pendant ces 3 jours. J'ai juste une suggestion à faire. Pendant 3 jours, les chercheurs africains, les patriotes africains et nos amis de la gauche européenne, nous avons échangé. Je crois qu'il faut voir dans quelle mesure nous pouvons pérenniser ce genre de rencontre. Parce que une des plaies que nous avons ici en Afrique, c'est que nous réfléchissons très peu. L'oralité a pris le dessus sur la réflexion. Alors, par-ci, par-là, dans les différents pays, il y a eu des réflexions faites. Mais si nous arrivons à nous rencontrer, à échanger, avec des regards croisés venus d'ailleurs, dans le cadre de la mondialisation, cela nous permettra d'avancer. Il a été dit ici qu'il faut éviter d'imiter. Il faut encourager nos chercheurs, il faut encourager les réflexions africaines à nos problèmes. Donc, je suggère que, à l'instar de ce que nous connaissons à Bamako, le forum de Bamako, qu'il y ait une messe, que nous voyons également avec nos partenaires, Fondation Rosa Luxembourg et Gabriel Péry, comment pérenniser ce genre de rencontre. Voilà, c'est cette suggestion que je voulais faire. Merci. Merci les deux personnes qui ont fait. Je félicite les deux collègues qui ont fait donc, ce rapport de synthèse. Je voudrais commencer par des remarques de forme et de détail. Je voudrais commencer par des remarques de détail. Premièrement, au lieu de rapport de synthèse, j'aurais préféré rapport final du colloque. Deuxièmement, plusieurs fois on a parlé de la France, mais je pense que pendant ces 3 jours de discussion, si il est vrai qu'on a surtout parlé de la France, on a aussi parlé des autres puissances occidentales. On a parlé de la Grande-Bretagne, on a parlé des États-Unis, etc. Donc je pense que dans le rapport, il faudrait faire ressortir peut-être des responsabilités spécifiques peut-être de la France à l'égard du Mali, mais des responsabilités des autres pays à l'égard des autres pays africains dont on a parlé, comme la Libye, etc. Bon, le concept de communauté internationale, je pense qu'on a beaucoup discuté du fait que ce concept est un concept flou. Donc il ne faudrait pas reprendre ce terme-là tel quel dans le rapport sans l'expliciter. On a également parlé des pays en voie de développement ou des pays sous-développés, etc. Peut-être qu'il faudrait enlever ces concepts qui sont peut-être des concepts dépassés aujourd'hui. Parler plus précisément peut-être des pays du Nord et des pays du Sud dans le contexte de la mondialisation. Ces termes-là sont beaucoup plus spécifiques que le terme pays en voie de développement. Bon, un autre concept qui est le concept de ensauvagement du monde. Je pense que c'est un concept qu'il faudrait peut-être définir, expliciter davantage dans l'analyse
de la mondialisation néolibérale dont on a beaucoup discuté aujourd'hui. Bon, un autre concept, on a parlé de richesse. Je pense qu'il serait bon de parler plutôt de ressources naturelles ou agricoles, également peut-être de richesse, mais peut-être le concept de ressources serait beaucoup plus approprié dans la problématique que nous avons discutée pendant ces 3 jours. Bon, dans le rapport, dans les conclusions et les recommandations, je pense qu'il serait bon de faire une mention spécifique de pourparlers d'Alger. Ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Et ces discussions, je pense, devraient être explicitées dans le rapport. Et je pense que puisque ces pourparlers d'Alger sont en cours et que le colloque en a beaucoup discuté, on n'est même pas arrivé à s'entendre là-dessus, il serait bon de faire ressortir que ces colloques vont déboucher sur quelque chose que nous pouvons discuter et que nous avons d'ailleurs discuté. Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la société civile malienne, dans sa majorité, les mouvements sociaux maliens, si vous lisez la presse pendant cette semaine, et même la semaine dernière, vous vous rendrez compte que la société malienne, en général, est opposée à ces pourparlers d'Alger, parce que la société malienne est convaincue que cette affaire arrangée entre l'Algérie, la France et d'autres puissances, la CEDEAO, etc., l'aménagement, que ces pourparlers, en tout cas, n'aboutiront pas à la résolution des problèmes spécifiques du Mali. Donc je pense qu'on devrait faire une mention spéciale en ce qui concerne ces pourparlers d'Alger. Je vous remercie. On va bien écouter parce qu'il fallait être très assidu pour pouvoir prendre toutes ces notes-là. Dans la présentation des camarades de Burkina Faso hier, en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'armée, il me semblerait que cet aspect est important qu'il faut faire ressortir. Parce qu'il a fait une comparaison. Il dit qu'au niveau de l'Occident, s'il est dans la salle, il y a 30% du budget de l'armée qui sont consacrés à la capacité de l'armée et 70% pour le fonctionnement. Mais en Afrique, il dit que c'est 5% qui sont consacrés à la capacité de l'armée et 95% pour le fonctionnement. Et je pense qu'avec 5% du budget de l'armée qui sont consacrés à la capacité de l'armée, on ne peut pas avoir vraiment une armée forte. Donc il faut que ces chiffres vraiment ressortent dans le rapport. Également, au niveau des ressources, il faut, j'avais parlé hier un peu de mon intervention, il faut qu'on puisse la levée du secret bancaire aujourd'hui dans les paradis fiscaux. Il y a 72 paradis fiscaux à travers le monde. Les avoirs de l'Afrique, aujourd'hui c'est l'Europe qui doit à l'Afrique. L'Afrique ne doit pas à l'Europe. Nous avons 1000 milliards de dollars aujourd'hui. Et les dirigeants politiques africains possèdent à la date aujourd'hui, il y a des documents par, de 800 milliards de dollars cachés dans les paradis fiscaux. Et également, quand je viens par exemple de bien parler de la question de l'agriculture et la pression sur les terres agricoles, et on parle aujourd'hui de la difficulté de cohabitation entre les exploitations paysannes et les agro-industriels. Mais si vous prenez les accords de partenariat économique, les paramètres qui existent, les 75% d'ouverture demandée par l'Union européenne, et l'Union européenne a introduit la clause de la nation la plus favorisée dans le texte de l'accord. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, on a demandé 75% d'ouverture des marchés de la CEDEAO. Et si le Mali doit accorder 80% à la CEDEAO, automatiquement, le Mali doit accorder 80% aux autres pays de l'Union européenne. C'est ça la clause de la nation la plus favorisée, introduite dans le texte de l'APE qu'il faut voir. Autre chose, l'Union européenne refuse de parler de la question de la subvention agricole dans les textes APE en disant que cette question relève de la compétence de l'OMC. Et la CEDEAO n'étant pas membre de l'OMC, seuls quelques pays membres sont membres, il va être difficile politiquement qu'on puisse poursuivre l'Union européenne pour dumping. Oui.
Donc, en parlant de la question des ressources, aussi les investissements directs étrangers. Nous avons aujourd'hui 324 milliards de dollars qui est l'Afrique liée à ça à l'Afrique. Mais ces investissements directs étrangers, il faudrait qu'ils soient incorporés dans les politiques de développement du pays. Également, il faudrait que les citoyens, la jeunesse, se considèrent comme sujet politique. Quand on parle de sujet politique, il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne, mais c'est de dire que moi, mon avenir ne soit pas décidé sans mon implication. Il faudrait que les projets, programmes de développement puissent impliquer les populations à la base afin que leurs préoccupations soient prises en compte dans les documents. Si je prends le document que l'Union européenne est en train de mettre en œuvre actuellement en cours d'élaboration, le PRP, la résilience que certaines organisations sont en train de parler sans connaître ce que ça veut dire. Mais on ne peut pas parler de la résilience sans parler de la valorisation du savoir local des paysans et de la protection des paysans contre la concurrence internationale. Mais nous, on ne peut pas concurrencer une agriculture subventionnée de l'Europe, l'Union européenne qui subventionne ses agriculteurs à 10 milliards d'euros chaque année. Nous, on n'a pas ces subventions-là, nous, on ne peut pas les concurrencer. Et donc, j'aimerais ajouter à ça. Merci. Je suis venu un peu en retard de toutes les interventions. Il a fallu que j'écoute le rapport final pour dire ce que je pense un peu de ce que nous vivons ici en Afrique. Moi, je crois que, bon, souvent on a fait référence, on a pris l'exemple du Mali. Je crois que le problème du Mali, d'ailleurs, est venu en dernière position. C'est le dernier problème qu'a connu l'Afrique. Sinon, la plupart des États africains ont été emportés par des rébellions, par des coups d'État. Et malheureusement, si on reproche aux forces armées du Mali de ne pas pouvoir contenir la rébellion, nous avons remarqué que dans tous les pays d'Afrique où il y a eu une rébellion, la rébellion a fini par prendre le pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'armée. Donc moi je pense que c'est un problème que l'Afrique doit, sur lequel l'Afrique doit se poser plusieurs questions. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a une rébellion, la rébellion est de loin plus puissante que les armées que nous avons en place? Maintenant, moi je crois que le problème c'est la gestion, la gouvernance en Afrique. Moi il m'arrive de dire peut-être que nous avons voulu continuer à gérer nos États, à gérer nos pays à partir de ce que nous avons hérité de la colonisation. Bien que nous avons créé des institutions démocratiques, l'état de droit et tout ça, nos États ont continué à gérer nos peuples sur la base de ce qu'ont connu ces peuples-là pendant l'époque coloniale, où les populations sont obligées de se plier pour respecter les ordres des agents de l'État. Ça ne peut pas continuer, on ne peut pas continuer. Aujourd'hui, ça atteint à un niveau où les peuples africains ne peuvent plus l'accepter. Il faudrait bien que nos États, dans notre gouvernance, dans notre gestion des problèmes de nos peuples, qu'on arrive à amener tous les peuples de chaque État à se considérer comme étant des véritables patriotes, des gens qui ont leur pays et qui ont le devoir de le protéger. Maintenant, je reviens sur les problèmes d'appel à la France et tout ça. Mais à qui la faute? Si la France est venue au Mali, c'est le président du Mali qui a fait une lettre et qui a demandé aux Français d'intervenir. Et c'est la même chose qui s'est passée au Tchad. Certains pensent qu'au Tchad, ils ont une armée capable d'assurer la sécurité et l'intégrité territoriale du Tchad. Mais quand la rébellion a attaqué le Tchad, ils sont même arrivés jusqu'au palais présidentiel. Il a fallu l'intervention de la France pour stopper l'avancée de la rébellion au Tchad. Moi, je crois que tout ça, c'est de notre faute. Est-ce que c'est la faute? Pas la faute de nos peuples, mais c'est la faute de nos dirigeants, c'est la faute de nos intellectuels, qui continuent toujours, parce que s'il y a des dirigeants de nos États, ce sont les intellectuels, ce sont ceux qui sont formés dans toutes les écoles du monde, qui dirigent nos États. Est-ce qu'il ne faut pas trouver la solution de changer tout ça, et que désormais, qu'on soit capable
d'assurer la sécurité de nos États, d'assurer la paix et la stabilité de nos nations. Mais la faute, ce n'est pas de l'extérieur. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'on a des problèmes, on accuse l'extérieur, c'est l'extérieur qui nous a fait faire ceci, c'est l'extérieur qui nous pousse à se faire la guerre, c'est l'extérieur qui enlève nos richesses et tout ça. Mais il est grand temps que nous, Africains, intellectuels surtout Africains, qui prennent leurs responsabilités et assurent beaucoup plus de paix, de stabilité, de bonne gestion des biens de l'Afrique. Maintenant, je reviens sur le problème de pourparlers d'Alger. Moi, je crois que faisons beaucoup attention. Il faudrait tout simplement, moi à mon avis, dire non. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter qui soient sorties des pourparlers d'Alger. Mais ceux qui pensent qu'il faut arrêter les pourparlers d'Alger, certainement qu'ils ne savent pas ce que l'État malien a en face de lui comme problème. Moi, je crois qu'il faut, c'est vrai, dire qu'il ne faut pas, on ne peut pas accepter, on ne peut pas accepter ce qui touche à l'intégrité territoriale du Mali et puis sa forme républicaine, mais il ne faudrait pas dire qu'on n'accepte pas les pourparlers d'Alger. Sinon, imaginez tout ce que nous avons comme problème au nord du Mali aujourd'hui. Nous avons des milliers de populations, des centaines de milliers de familles qui sont en otage. Nous connaissons. Il arrive que 10 personnes soient en otage de ravisseurs. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les libérer? Et aujourd'hui, combien de familles sont otages de la rébellion, au nord du Mali, des ravisseurs au nord du Mali? Et on dit non, il ne faut pas négocier, il ne faut rien faire, il faut les laisser toujours sous l'emprise de cette occupation. Mais ça, je trouve ça anormal. Moi, je pense que les intellectuels africains doivent pousser les dirigeants africains à changer et à savoir préserver à l'Afrique ou aux États africains la stabilité, la paix. Et puis les autres pour les observations, afin que nous puissions améliorer le document. Mais je tenais juste à préciser qu'il s'agit vraiment d'une synthèse. Le rapport un peu détaillé est déjà, on est en train de travailler là-dessus. Donc c'est ce qui nous autorise à écrire une synthèse. Et bon, il a été dit beaucoup de choses, je pense qu'elles sont très pertinentes, mais nous avons essayé de faire une synthèse. Ce n'était pas évident. C'est ce qui fait que certains détails, notamment tout ce qui est lié à la, à la qualité de la ressource humaine en termes d'éducation et tous les autres détails, que ce soit droit à la citoyenneté, éducation à la paix, tout le reste. En fait, on a essayé de faire une synthèse. Sinon, en réalité, bon, je pense que d'une manière générale, voilà. Je pense qu'il y a une recommandation aussi. Je pense qu'elle est intéressante et pertinente. Il s'agit de prendre carrément comment dirais-je, un truc de recommandation sur lesquelles on va écrire un certain nombre de choses, notamment celle de SACO, pour pérenniser ce cadre. Donc il s'agit de formuler quelque chose dans ce sens. Donc, je passe la parole à Traoré. Ok, merci beaucoup madame. Voilà, et nous remercions les différents intervenants pour voilà, souvent les critiques, remarques et suggestions. Et je pense que nous avons essayé de prendre tout ça en ligne de compte. Je voudrais dire à la suite de mon professeur, madame Sangaré, qu'effectivement il y a un rapport général qui fait 19 pages ici. Et là, nous avons recensé, n'est-ce pas, pratiquement toutes les interventions et ensuite les réponses données, même si c'est une synthèse encore, n'est-ce pas, des interventions. Là, nous nous sommes contentés simplement, n'est-ce pas, de dégager les constats, voilà, et ensuite les propositions, n'est-ce pas, de solutions. Donc, c'est une exigence fondamentale en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce rapport de synthèse. Bon, je ne sais pas si on doit l'appeler rapport final. Il appartiendra peut-être aux uns et aux autres, n'est-ce pas, de se prononcer sur ça, puisqu'il y aura, n'est-ce pas, ce rapport général, voilà, qui est beaucoup plus explicite et qui parlera, mon papa Traoré, de, voilà, par exemple, qui donnera des détails sur la notion, par exemple, de ressources.
Il y a mon ami, j'ai oublié son nom, hein, qui est intervenu également. Il y a le professeur Koulibaly également qui avait donné vraiment des détails en ce qui concerne par exemple les chiffres. Vous voyez, il a donné tout ça en disant que par exemple si le Mali mutualise ses efforts avec la Guinée-Conakry, voilà combien de kilomètres nous allons essayer de sécuriser, au lieu que si nous sommes seuls, voilà, ces kilomètres-là soient beaucoup plus élargis encore, grands. Vous voyez, donc on n'a pas fait mention, n'est-ce pas, de tout ça, mais dans le rapport général, vous pouvez trouver, n'est-ce pas, ces différents éléments. Parce que dans ce rapport-là, chaque fois que un communicateur intervient, on fait un petit résumé, n'est-ce pas, de la communication, voilà, et ensuite les débats, et après, n'est-ce pas, les réponses tout simplement données, par exemple, n'est-ce pas, à certaines questions. Parce que dans le débat, il n'y a pas eu simplement que des questions. Il y a des gens qui ont donné des informations qui ont contribué souvent à enrichir davantage ce qui était dit. Bon. Et là où je suis gêné, c'est par rapport au premier intervenant, parce que je crois qu'on n'a pas parlé... Bon, si on a parlé un peu de dédication à la paix, on n'a pas parlé d'outils de façon explicite. Je ne sais pas, je crois que je suis resté voilà, pendant tout ce temps, on n'a pas parlé d'outils spécifiques. Et je pense que si les uns et les autres sont d'accord et qu'ils fassent une proposition en ce qui concerne l'espace de aspect, on pourrait l'intégrer. Sinon, on n'a pas parlé, n'est-ce pas, d'outils spécifiques, au sens le plus rigoureux du terme. Voilà. Bon. Voilà, oui, il en est de même, n'est-ce pas, pour les termes. Hein. Voilà, chaque fois qu'un terme est utilisé, voilà, je suis d'accord avec Maïga. Voilà, nous allons voir les expressions, voilà, pays en voie de développement. J'ai utilisé ça et quelque part, communauté internationale. Je crois que nous allons essayer de les enlever. C'est bon. Mais dans le rapport général, voilà, puisque ces concepts-là ont fait l'objet de grands débats, vous allez retrouver. Hein. C'est pourquoi, si vous avez suivi un tout petit peu la présentation, vous allez voir que souvent nous ne sommes pas revenus sur voilà, la différenciation des terminologies données par monsieur, c'est Soirée, je ne sais plus, hein, Soirée, celui qui a fait la communication sur les mots, voilà, Ishaka Soirée. Donc voilà, nous avons dit simplement que voilà, il ne faut pas faire d'amalgame, c'est ce qui est ressorti, n'est-ce pas, dans le truc. Mais dans le rapport général, vraiment nous explicitons, n'est-ce pas, tout cela. Donc nous allons enlever les expressions pays en voie de développement et ensuite communauté internationale. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci pour le moment. Commentaire ou observation, on a eu plus de 20 heures de débat durant ces 3 jours. Donc ce que je souhaiterais plus ou moins, c'est qu'on puisse faire des recommandations à l'issue de tous ces échanges. Le thème du colloque, c'était le regard africain alternatif sur les questions de sécurité au Sahel, les conflits, la gestion, le cas du Mali. Donc il serait bien qu'à l'issue de ce colloque, qu'on puisse sortir d'ici avec des propositions concrètes. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont ici représentées. Et donc si ces représentants pouvaient aussi proposer des choses par rapport à la suite, quelle feuille de route on pourrait avoir au sortir de ce colloque, quelles choses pourraient être faites, je pense que ce serait bien. On a juste 40 minutes, et donc c'est même pas la peine d'essayer de faire un autre débat. Il faut juste des propositions ciblées et concrètes sur ce qu'il faut faire dans le cas du Mali, dès à présent, à la lumière de tout ce dont on a discuté, et quelle est la feuille de route pour la suite. Je vous remercie. Je voudrais remercier ceux qui ont fait la synthèse des documents. Ça me paraît très bien. Mais ce que je souhaiterais qu'on prenne comme résolution ou recommandation, c'est que par rapport à l'accaparement de nos terres et de nos ressources, de nos richesses, et donc il serait bon que, compte tenu du fait que l'Afrique est la zone de croissance économique par excellence et que nous sommes derniers en indice de développement humain, que nos ressources nous reviennent, qu'on dise que plus jamais on doit laisser les multinationales s'accaparer de nos ressources, qu'on ait 20% de ces ressources et qu'eux ils aient 80%. Il y a un conférencier qui était là, mais il me signale, il avait parlé d'une clé de répartition qu'il faudrait peut-être envisager pour que nos communautés de localité puissent profiter des ressources qui sont retirées du sous-sol de leurs ancêtres et qui puissent
participer comme dans le cadre de la défense sociale, dans le cadre de la défense sociale, puisque s'ils sont partenaires, ils sont actionnaires dans les sociétés, ils défendront ces sociétés. La première ligne de défense d'une société, c'est les citoyens de la société. Et donc, une résolution dans ce sens serait bienvenue. Cette proposition, et surtout concernant cette question d'intervention étrangère. Mes propositions se situent à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le rôle de l'institution parlementaire concernant cette question de formation des soldats maliens. On avait dit dès le départ donc, que l'Union européenne, dans le cadre de l'EUTM, va former les soldats maliens. Il y a eu un programme de formation qui a été lancé. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un représentant du peuple qui est parmi nous ici. Personne ne sait le contenu de ces formations et personne ne sait quel est le bilan réel de la situation. Aujourd'hui, on a formé, mais qu'est-ce que ça vaut? Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est les accords de défense. On parle d'accords de coopération, c'est très très confus, on ne sait pas ce qui se passe. Ces accords doivent faire l'objet donc d'un débat au Parlement. Et jusqu'ici, en tout cas l'accord a été signé, nous n'avons pas eu connaissance qu'il y a eu un débat au niveau de l'Assemblée nationale. Or, normalement, avant que l'État malien signe un accord, ça doit faire l'objet de débats par les élus de la nation. Donc, moi je propose que ce colloque pose cette problématique en demandant à l'État malien de soumettre la question au Parlement, qu'il y ait un débat national, en tout cas un débat parlementaire sur ces questions. Et ceci m'amène à établir un constat. Depuis qu'on a décidé d'intervenir, et ça c'est une critique que je vais faire à l'encontre des élus, il y a ce qu'on appelle au niveau de l'Assemblée la commission défense. Tous les problèmes au nord ont commencé, cette commission défense, elle est restée muette comme une carte. Elle n'a jamais interpellé les autorités pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et je pense que si cette commission avait fait son travail, ce qui s'est passé en mai, dites-moi là, c'est le 21 mai ou le 21 mai, je pense qu'on l'aurait évité. Malheureusement, il n'y a pas le contrôle de l'institution sur ce qui se passe, en tout cas concernant la formation, concernant les accords de défense. Donc je pense que le colloque doit beaucoup mettre l'accent sur ces aspects parce que nous interpellons les autorités. On ne peut pas engager notre pays, notre armée dans des formations, on ne contrôle pas le processus. Le processus politique n'est pas placé sous notre contrôle. Alors, de quel type d'armée on va avoir? Est-ce que c'est des supplétifs pour accompagner justement ces armées occidentales qu'on veut créer? Et moi je pense que c'est ça. En fait, ce n'est pas pour nous développer, ce n'est pas pour vraiment créer les conditions pour que nos armées soient en mesure de sécuriser nos frontières, un transfert vraiment de connaissances et de technologies pour permettre donc un redéploiement qui puisse garantir notre sécurité effective, mais en fait c'est de transformer nos armées en supplétifs donc des armées coloniales pour jouer le rôle de maintien de la paix par-ci, de la paix par-là, mais pas des armées professionnelles qui sont vraiment au service de l'intégrité du territoire au niveau de nos États. Je vous remercie. La seule chose que je me demandais, on a vu là-bas, je pense, une femme africaine qui a présenté une intervention, et ça, je pense, on peut améliorer. Et j'ai demandé pourquoi c'était qu'une femme africaine qui a présenté, on m'a dit qu'il manque de femmes qui font des analyses, qui analysent. Et je pense que c'est le même problème en Allemagne. Je le connais des fois à la Fondation, dans notre département Afrique, en Allemagne,
on demande, oh, on veut inviter des femmes. Mais où sont les femmes qui font des analyses? C'est trop difficile. Non, donc, on ne trouve pas de femmes, on va inviter beaucoup d'hommes. C'est bien, j'aime écouter les hommes. C'était vraiment de bonnes discussions, de bonnes présentations. Mais à l'autre côté, toujours, il faut écouter les femmes. Même si tu n'as pas l'impression qu'elle fait une bonne analyse théorétique sur une échelle universitaire. Mais elle a quelque chose d'intéressant à dire. Hein? Donc, il faut inviter les femmes et écouter les femmes, s'il vous plaît. Nous les avons trouvés aux marges de la conférence. Ils étaient ici en Cameroun, mais elles n'étaient pas toujours dans cette salle. C'est une faute que je suis co-organisateur que nous avons fait et que nous devrons rectifier à la suite. Comme ça, pendant ces 3 jours, analyser, déconstruire, retourner dans tous les sens les questions cruciales qui frappent notre continent à travers les questions de sécurité et de conflit en Afrique. Nous avons essayé surtout de sortir des chantiers battus, de sortir des paradigmes habituels et d'avoir un regard alternatif renouvelé sur les questions africaines. Nous avons surtout insisté sur la nécessité de déjouer tous les pièges conceptuels que nous rencontrons souvent dans la présentation, dans l'analyse et dans les offres de solutions qui sont faites en ce qui concerne donc les problèmes africains. Nous avons, au terme de ces débats, en analysant donc les questions de sécurité, constaté qu'au-delà des questions de sécurité, il y a d'autres causes profondes à l'insécurité qui existe sur notre continent, dues à des questions économiques, à des questions d'inégalité, à des questions aussi dues au fait que nous sommes souvent victimes d'un système mondial qui est fait contre nous et au détriment de nos peuples. Face à toutes ces problématiques, nous avons estimé qu'il était nécessaire de renouveler la réflexion africaine en ce qui concerne les problèmes de l'Afrique, que ce soit essentiellement le fait des Africains, mais dans le cadre d'un partage et d'un regard croisé avec d'autres approches que nous constatons au niveau d'autres pays, notamment ceux d'Europe. Nous avons été heureux de constater que les réflexions qui sont les nôtres aujourd'hui, les approches qui sont les nôtres, sont aussi des approches partagées par d'autres forces politiques, par d'autres forces sociales, notamment en Allemagne, à travers Die Linke. Et nous avons vu dans les communications qui ont été faites par nos amis allemands qu'il y a d'autres sons de cloche en Europe en ce qui concerne les rapports entre l'Afrique et les pays d'Europe. Nous avons aussi constaté à travers les communications qui ont été présentées par nos amis français que nos préoccupations aussi sont partagées à ce niveau et qu'en réalité, les problèmes qui sont les nôtres sont aussi des problèmes partagés par les peuples d'autres continents. Nous avons aussi, à travers les communications faites par notre ami canadien, compris qu'au-delà de ces questions de sécurité, il y a des enjeux économiques importants, notamment miniers, qui expliquent largement les questions d'insécurité en Afrique. Au cours de nos échanges, nous avons aussi examiné sans complaisance la responsabilité des Africains eux-mêmes, la complicité de certaines forces et de certains États avec les agressions dont le continent a été souvent victime. Au terme de
débat de 3 jours, le colloque a fait un certain nombre de constats et a émis donc motion de remerciement et aussi des recommandations fortes à l'endroit des autorités de tutelle. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer, remercier de nouveau la Fondation Rosa Luxembourg pour avoir partagé avec nous ces moments essentiels qui, je l'espère, constitueront un pas important, un moment important dans la prise de conscience des Maliens quant à la situation que les Mali connaissent aujourd'hui. Et nous sommes heureux de constater que dans ces moments difficiles, il existe des solidarités fortes ailleurs, en Allemagne, en France et dans d'autres pays africains, pour accompagner les Maliens dans la réflexion en ce qui concerne la crise que notre pays traverse, et surtout dans la définition d'alternatives en ce qui concerne les solutions éventuelles apportées à ces questions de sécurité et de conflit en Afrique. Je voudrais enfin remercier, au nom du Forum civique, tous ceux qui nous ont accompagnés et aidés dans l'organisation de ce colloque, les jeunes organisateurs que nous avons mobilisés pour l'occasion, et aussi l'hôtel Les Colibris qui nous a offert le cadre de réunion de ce travail. Évidemment, les observations qui ont été faites en ce qui concerne une plus grande participation des femmes sera certainement prise en compte dans de nouvelles manifestations que nous de manière assurée pendant ces 3 jours a tenu à partager ces réflexions, surtout à apporter des analyses et d'autres alternatives qui ont largement contribué à ce que nos échanges soient fructueux. Je souhaite enfin un bon retour à tous nos invités dans leurs pays respectifs en bonne santé. Parce que quand vous veniez ici, on vous a fait certainement peur en disant que le Mali c'est Ebola. Nous avons même malheureusement un de nos contributeurs qui n'a pas pu venir parce que les autorités du pays où il réside lui ont fait savoir que s'il venait au Mali, il ne pouvait plus retourner en raison donc de l'épidémie d'Ebola. Je pense que là aussi, vous allez être nos porte-parole auprès des opinions publiques de vos pays respectifs pour dire que nous ne sommes pas encore morts d'Ebola. Et que bien au contraire, nos pensées restent dynamiques et réceptives donc, à toutes les tragédies qui nous concernent. Et que, comme le disaient certains, cette épidémie d'Ebola n'est aussi que l'expression de la crise, des crises qui sont créées dans nos différents pays et qui nous empêchent, nos peuples, de faire face à leurs responsabilités. Je vais passer donc la parole à Christine. Merci vraiment au Forum civique de nous avoir invités à assister à ce colloque et mention spéciale quand même, bon, déjà à l'organisation évidemment, mais aussi aux rapporteurs parce que quand même pendant 3 jours être voilà, sur le fil c'est pas évident, et aux jeunes gens qui nous ont aidés et tout ça parce qu'en plus ils sont super sympas. Donc voilà, sur le colloque proprement dit, donc on a vu combien la richesse des analyses, des échanges aussi parfois qui ont pu être houleux, mais qui étaient dans tous les cas constructifs, et donc ça a montré combien il était nécessaire en effet d'organiser un colloque sur ce sujet. Maintenant, beaucoup de choses ont été dites, on en sort tous enrichis, et c'est toujours ce qu'on se dit à la fin des colloques. Il s'agit de savoir ce qu'on va faire de tout ça au-delà de cette salle, et il faut que ces échanges vraiment aillent bien au-delà de cette salle, et dans un contexte où les rapports de force sont quand même tels que ça demande des mobilisations et pas seulement des recommandations,
Parce que savoir se faire entendre dans ce contexte, c'est pas forcément évident. Donc il faut vraiment, je pense, qu'on poursuive tous, et surtout qu'on agrège tous les gens concernés par cette thématique au premier chef. Mais en tous les cas, voilà, félicitations au Forum civique vraiment pour l'organisation de ce colloque. Merci Lina. Professeur et ami Isandai et Christina, tous les invités, tous qui ont contribué, chers invités. On a déjà fait une synthèse des travaux des 3 derniers jours, mais permettez-moi quand même quelques réflexions. Nous avons vu, surtout au début des 3 jours, qu'il y a beaucoup d'éléments de création des conflits qui sont structurels. Et si on parle des solutions des conflits, il faut attaquer ces éléments structurels. Et c'est pour ça qu'on n'amène pas, dans le titre de cette colloque, parler de solutions des conflits, mais plutôt de gestion. Parce que, évidemment, ces structures-là sont de longue durée historique, et c'est dans la longue durée historique qu'on va se débarrasser de ces structures-là. Mais on les a retrouvées dans le caractère de l'État en Afrique, qui est né du colonialisme, qui était violent, qui était une guerre au peuple. Avec les indépendances, il y avait le projet de construction des États-nations. Mais bon, c'est vous les experts sur le Mali. N'est-ce que le projet de construction d'un État-nation s'est arrêté pas avec la chute de Modibo Keïta? Et après cet événement, la construction d'une État-nation s'est arrêtée. Ça, c'est une question, mais peut-être c'est une des éléments structurels. Et le problème qu'on a dépossédé le peuple de son État, et le peuple doit se rapproprier de cet État. Et c'est comme ça que le peuple peut aussi s'exercer le contrôle sur les ressources. Je ne crois pas, comme on a suggéré aussi, que le peuple peut contrôler ses ressources sans se rapproprier de cet État et sans utiliser cet État rapproprié. On a vu aussi, et probablement c'est en relation, que les armées, assez souvent, ne sont pas des armées républicaines. Mais ce que nous avons écouté dans une des contributions, elles servent plutôt comme force d'intervention interne que comme force effective de défense de la nation. Et elles se désintègrent avec la désintégration politique que nous avons vue avec l'ajustement structurel, avec le consensus de Washington et tout ce contexte international. Nous avons aussi parlé des éléments structurels économiques. Nous avons écouté le mot capitalisme inclusif. Mais est-ce que la logique du capitalisme lui permet d'être inclusif? Moi, je ne crois pas. Il n'y a pas de capitalisme inclusif. Il n'y a que le capitalisme exclusif. Nous avons dit que la financiarisation de l'économie mondialisée est une source structurelle de ces conflits. Et comme je l'ai dit au début, il n'y a qu'une stratégie de longue durée pour éviter les guerres. Et ça, c'est une stratégie de transformation de la société, une stratégie qui, pour nous, la Fondation Rosa Luxemburg, est une stratégie de socialisme démocratique. Et comme nous avons bien écouté de notre
camarade Aminata Draman Traoré, ça devrait aussi être une sortie d'une structure patriarcale des sociétés dont nous vivons. Ça fait partie, si on parle de solution des conflits. Et je crois aussi qu'un peuple qui fait bien les expériences au niveau de résister, comme on a vu dans le cas de Burkina, au niveau de résister au niveau de manifestations populaires, c'est ça un peuple qui peut rassumer aussi une certaine sécurité, parce que ce peuple saura toujours se défendre contre les pouvoirs. Alors ça, évidemment, ça c'est la vision de longue durée historique, mais nous avons vu que cette vision n'est pas complètement utopique, parce que nous avons récemment au Burkina Faso, nous avons vu les éléments de cette vision émerger. Même si la suite, nous ne sommes pas contents, à mon avis tous, de la gestion à la suite. Maintenant, si on parle de gestion de conflit, évidemment, on parle de mesures de court terme. On parle des mesures qu'il faut maintenant appliquer pour que le Mali et les autres pays de la sous-région ne tombent pas encore dans la logique de guerre, dans la logique de violence. Et on a vu que, évidemment, pour ça, il faut des négociations et il faut des résultats des négociations qui sont bien acceptés par tous les partis qui participent à ces négociations. Il paraît, de ce que j'ai écouté en marge de cette conférence, que les résultats actuels des négociations posent des problèmes au niveau d'être acceptés par les participants, par les parties prenantes. Évidemment, ça ne sera pas une bonne base pour gérer le conflit et ça ne sera pas une bonne base pour construire la paix à base des accords et des négociations. Et ça nous demande la question, quoi faire urgemment? Quoi faire urgemment? Une question que nous n'avons pas beaucoup débordée ici. Mais on a parlé des choses comme concertation nationale. Je sais qu'on a parlé dans les 2 dernières années ici au Mali. Comment est-ce qu'on peut mieux impliquer la société civile dans toutes ces procédures-là? On a demandé, bon ici on a parlé, on a demandé des conférences nationales souveraines. Tout ça faisait partie de ce qui se passait dans les 2 dernières années au Mali. Alors, est-ce qu'il faut chercher les solutions là ou les gestions de conflits là? Je laisse la question avec les Maliens, parce que moi, je ne peux pas la répondre, mais je sais que ça, c'est les éléments qu'on a discutés. Ce qu'on a vu, à mon avis, au Mali, mais aussi ailleurs au monde, la capacité de solution, ou même la capacité de gestion des interventions militaires est toujours exagérée par rapport à la capacité des moyens civils. Il paraît que l'activité militaire, la guerre, l'intervention n'est pas ultima ratio, comme on parle toujours, mais prima ratio. Et on soupçonne qu'elle peut poser qu'elle peut être une solution, mais assez souvent elle aggrave plutôt les problèmes que d'être partie d'une contribution à la solution. On a vu ça surtout aussi dans les pays comme l'Irak.
dans l'Afghanistan, les pays comme ça. Il y a aussi les mesures de moyen terme qui sont très importantes. Et les mesures de moyen terme qui nous permettent d'éviter les conflits ou l'escalation des conflits, c'est les mesures comme la réconciliation. Et c'est vraiment une stratégie souveraine pour le pays. Une stratégie d'autonomie, une stratégie de décentralisation, peut-être, ça encore aux Maliens à prendre cette décision. Une stratégie de créer des infrastructures pour que le peuple puisse se développer, des infrastructures d'éducation, des infrastructures de santé partout au pays, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, le développement agriculturel et, pour ne pas dire le moins important, dernier, remettre un État en place qui est un État présent dans tout le coin du pays. Et c'est là aussi où nous, la délégation allemande, a des questions à poser et où nous avons des intérêts. Bon, nous savons aussi l'Allemagne. Bon, l'Allemagne a créé un système d'intervention économique politique qui a déjà réussi à soumettre l'Europe sous ses intérêts économiques. Alors nous sommes peut-être, l'Allemagne n'est pas forcément votre ami. Et ça fait que l'Allemagne est responsable de la pauvreté et de la destruction d'une infrastructure sociale actuellement dans les périphéries de l'Europe. Et nous avons écouté aujourd'hui qu'elle prépare les missions, avec les missions, par exemple avec les missions de formation militaire au Mali, avec la participation au transport aérien au Mali et en Guinée, par Dakar. Elle prépare sa capacité d'intervention militaire. Et là, nous, la gauche allemande, nous cherchons à combattre cet interventionnisme émergent en Allemagne, cet interventionnisme militaire et aussi politico-économique. Et nous cherchons à combattre par la proposition des mesures de prévention et de gestion de conflits non militaires. Et nous avons fait cette colloque en collaboration avec le Forum civique et la Fondation Gabriel Péry à la recherche aussi de ces mesures de prévention et de gestion des conflits. Et c'est là où, à mon avis, la discussion doit continuer, où nous n'avons pas encore terminé et achevé notre travail de recherche des autres solutions ou des autres modes de gestion. Et avec ça, je remercie tout d'abord le gouvernement du Mali et son Premier ministre pour l'appui, pour l'accueil au Mali, pour l'appui qu'il a donné à ce colloque. Je remercie le Forum civique et son président, professeur Issa Ndiaye, pour le travail de préparation ici. Et au nom de la Fondation Rosa Luxembourg, je remercie la Fondation Gabriel Péry. Je remercie, et Issa a déjà lu tous les noms, je remercie tout le monde qui a contribué à faire de cette colloque vraiment un échange très très intéressant et très enrichissant. Je remercie les médias qui, à l'ouverture et maintenant à la clôture, font que cette colloque n'était pas en huis clos. Et finalement, je remercie Ndongo Sabasila qui a préparé ce colloque de notre part de la Fondation Rosa Luxembourg. Et avec Ndongo, je remercie aussi Maïmouna Dao, qui, vous ne connaissez pas, mais elle a fait la coordination au bureau de Dakar, elle est là-bas maintenant. Toute l'équipe technique
qui nous a aidés. Je vous remercie beaucoup. Vous avez fait possible que cette colloque pouvait démarrer et dérouler sans problème technique. C'était formidable. Alors merci beaucoup et bon voyage à tous, bon retour. Et je déclare sur la colloque internationale Regard africain alternatif sur les questions de sécurité au Sahel, les conflits et leur gestion en Afrique, le cadre de